Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Grand Papier, émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir Simon Roussin. Bonsoir. Simon qui est notre invité aujourd'hui pour l'émission, qui viendra nous parler de ces deux bouquins qui viennent de sortir, là donc le bouquin chez 2024 Heartbreak Valley et Le Bandit au Colt d'Or chez Magnani. On est assez content de recevoir Simon pour parler de ces bouquins et par la même occasion donc de griller France Culture, vu que Simon passera là le 2 avril. Bon, comme ça c'est une occasion de vous signaler qu'il passera en radio d'ici peu de temps de nouveau. Simon Roussin, cite-nous 3 influences. Est-ce que tu as des gens comme ça qui t'ont inspiré graphiquement, ne fût-ce que déjà peut-être des auteurs qui remontent à ton enfance ou des gens qui t'ont marqué? Le premier, mais qui est beaucoup trop évident, c'est Hergé, parce que j'ai lu Tintin avant de savoir lire. J'avais depuis tout petit, j'avais un Tintin à tous les Noëls et tous les anniversaires, donc jusqu'au 22 complet. Et donc voilà, c'était vraiment très très important de Tintin, Josette et Joko, ça c'était vraiment très très important quand j'étais enfant. Et après, quand j'ai commencé à dessiner des bandes dessinées vers 8 ans, vers 8-9 ans, j'ai j'ai pillé Tintin, j'ai pillé les journaux Spirou qui traînaient à la maison. Mais après... dans mon travail aujourd'hui, du coup, j'en garde beaucoup de réminiscences comme ça. Forcément, il y a tous ces auteurs-là de la bande dessinée franco-belge des années 60. Tilleux plus particulièrement que j'aime beaucoup. Et un auteur un peu plus des années 80 qui est vraiment très important pour moi, c'est Yves Chaland, que j'ai découvert aussi par hasard tout petit. Je lisais La Comète de Carthage en garderie au CP, je crois, qui était dans le bac entre les Tintins et les Cédric, sûrement, un truc. Et du coup, je comprenais absolument rien à ce livre, mais je trouvais que le héros ressemblait un peu vaguement à Tintin, donc je le lisais tous les matins. Puis il y avait vaguement un pistolet, une femme un peu nue à un moment donné, Et c'était un bouquin très étrange, et en fait que j'ai redécouvert comme ça, Madeleine de Proust par hasard durant mes études, et ça m'a fait un choc total. Et du coup c'est un livre que j'ai sur ma table de nuit et que je lis, que je peux lire juste feuilleter très très régulièrement. Et toute l'œuvre d'Yves Chaland d'ailleurs. Mais voilà. Après en auteur plus contemporain, je lis beaucoup de choses, mais tu en as donné 3. Tu as Quillieu, Hergé, Chaland. Ouais. Ça fait un peu vieillot comme ça. Mais... Non, on parlait d'influence. On parle pas mal d'Yves Chaland en fait dans l'émission finalement, donc c'est un nom qui revient assez souvent, peu importe les invités ou même parmi nous, parmi l'équipe. Très bien, on reparle de tout ça juste après. Tu fais des petits teasers. Tout à fait. Attention, Simon Roussin, d'ici 3 bonnes minutes. Mais aussi avec Tali. Oui, bon voilà, Stéphane et Nicolas, ça marche moins bien. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est Mika Blue Smoldon, voilà, je m'emballe. Swamp of the Swan. Il sera en concert à la Beauce demain soir, mais aussi, je pense, à Liège le lendemain et à Louvain-la-Neuve samedi. Voilà, on écoute ça. Voilà, on fait des percussions aussi en studio. De retour avec toute l'équipe et Simon Roussin. Alors, petit portrait rapide de Simon, et Nicolas va enchaîner, va lancer cette première partie d'interview. Simon Roussin, donc tu es né le 4 août 1987 à Vénissieux. Diplômé des arts décoratifs de Strasbourg en 2011, tu livres au monde un premier album Robin Hood en 2010 à l'employé du mois. Et alors après, c'est l'enchaînement. En 2011, si je ne me trompe pas, il y a Lemon Jefferson et la Grande Aventure chez 2024, ton premier album chez eux, ainsi que Les Aventuriers, donc chez Magnani, le bouquin dont on parlait juste à l'instant là, avec Tali.
Tu es aussi l'un des piliers fondateurs de la revue Nyctalope. Il y a plusieurs numéros, je pense que nous sommes au numéro 6. On aura l'occasion de reparler aussi de cette revue. Et donc viennent de sortir, et nous te recevons pour ça notamment, le Heartbreak Valley, donc toujours chez 2024, et le Bandit au Colt d'Or aussi chez Magnani. Oui, faut faire un double lien entre ce dont on parlait, des influences dont on parlait là tantôt, et avec Sami Arkham. Sami Arkham disait: les lectures des comics, lorsque vous êtes plus jeune, produit un sentiment d'euphorie. Black Death est une tentative de reproduire ce sentiment d'euphorie et de surprise chez le lecteur. Et j'ai lu dans une présentation que toi aussi tu essaies de retrouver le souffle de tes lectures enfantines. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'anime en premier, c'est de pouvoir offrir des œuvres qui ont ce souffle, cette euphorie que toi tu as pu ressentir à un moment de ta vie? En tout cas, c'était la volonté, au moins des 2 premiers livres, enfin de Robin Hood et Lemon Jefferson, parce que c'était des livres que je voulais en hommage aux récits d'aventure que je lisais enfant. Et oui, donc après, en fait, oui, je crois que mes lectures enfantines, enfin, et les héros que je lisais à ce moment-là, les films que j'ai vus, tout ça, c'est là qu'est ma plus forte influence sur mon travail de bande dessinée, je crois. Et donc, on en avait déjà parlé là tantôt, donc il y a effectivement l'utilisation des feutres de couleur que tu veux au départ être un lien avec le rapport à l'enfance, donc qui était logique par exemple dans Robin Hood, où forcément on retourne à ce travail d'enfance, mais finalement t'as vraiment découvert avec un travail de couleur, un travail de feutre qui est vraiment très impressionnant. Et puis maintenant on bascule avec Heartbreak Valley dans quelque chose de totalement différent. On a le sentiment que d'un moment tu as envie de te lancer un défi, de te dire je vais faire un bouquin sans couleur du tout, d'arriver à du noir, blanc et des tons de gris. Est-ce que ça c'est ce qui a lancer l'idée d'Heartbreak Valley, c'est-à-dire à un moment te penser à une technique ou à te dire je vais faire quelque chose de totalement différent, et du coup travailler le noir, et puisque le noir a engendré le récit, ou bien est-ce que c'est une idée de récit qui était là et qui se prêtait à ces tons En fait, j'ai commencé Heartbreak Valley quand j'avais pas encore terminé Lemon Jefferson, donc il y a très longtemps. Enfin, il y a au moins 2 ans et demi presque, parce que c'était pour le numéro 4 de la revue Nyctalope, je crois. Et du coup, je savais que j'avais des pages en noir et blanc, qu'il fallait que je fasse un récit en noir et blanc, mais surtout aussi, j'étais en train de faire Lemon Jefferson, que je voulais en réponse à Robin Hood, plutôt en prolongement, parce qu'entre Robin Hood et Lemon Jefferson, j'avais pas fait grand chose, mais j'avais essayé des choses graphiquement et pas fait de feutre du tout. Et j'avais voulu faire Lemon Jefferson au feutre pour pousser cette technique, parce que je sentais que je pouvais apporter un peu plus que dans Robin Hood. Et en fait, quand j'étais en train de faire Lemon Jefferson, je savais que je voulais pas faire que du feutre. Je veux pas me répéter, faire tout le temps la même chose, et du coup Nyctalope me permettait donc d'avoir des récits en noir et blanc et de me frotter au noir et blanc. Alors c'était assez compliqué parce qu'à l'époque, et je suis toujours pas tout à fait sûr de mon trait. Même pas, j'assume pas vraiment mon trait juste à la ligne comme ça. Du coup, c'est vrai que le feutre arrive un peu c'est un peu un alibi, quoi. Du coup, on voit que le feutre et on oublie un peu le trait dessous, la ligne. C'est donc ça. Ouais, voilà, c'est l'astuce. et du coup, là, voilà, il fallait que je fasse du noir et blanc, que mon dessin apparaisse beaucoup plus. Donc était le défi, et aussi je voulais pas faire un récit en noir et blanc juste pour faire un récit en noir et blanc, mais aussi que ça épouse une thématique, comme le feutre épousait la thématique du récit enfantin. Et du coup,
j'ai toujours eu un faible pour les récits les films noirs, c'est les vieux films en général, et du coup de faire essayer de retrouver ces ambiances-là par un noir et blanc un peu en clair-obscur, travailler là-dessus m'intéressait beaucoup. Du coup, le choix du noir et blanc s'est fait en même temps que le choix de l'histoire. Et puis en fait, j'ai fait les 15 premières pages, même les 10 premières pages d'Ordbreak Valley pour Nyctalope, les 8. Et je l'ai laissé de côté pendant longtemps, et pour après le reprendre une fois que Clement Jefferson était terminé, pour le continuer. On parlait tout à l'heure d'Yves Chaland. Et Yves Chaland, ce qui m'a beaucoup impressionné dans son boulot quand je l'ai découvert dans les années 80, c'est que c'était quelqu'un qui était dans une pure lignée de fait de ce qu'il avait lui-même influencé, Tillieux, Hergé, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui portait clairement en lui le fait qu'il devait trahir cette tradition-là pour pouvoir la faire vivre dans l'époque des années 80. Et donc, il introduire de la cruauté, du sexe, rendre visible le racisme, ce genre de choses. Alors, tu parlais tout à l'heure de Simon Roussin, le fait que c'était un récit d'enfant, mais en même temps, c'est tout sauf un récit d'enfant. Je veux dire, le feutre lui-même est baveux, et les couleurs sont fauvistes, le récit lui-même tord la sensualité pour l'amener vers une forme d'homosexualité latente, mal gérée, mal couvée, qui produit du malheur. Donc il y a toutes sortes d'émotions contradictoires qui sont dedans. Ici, avec Earthbreak Valley, on a quelque chose dans lequel on a en effet, on sent très palpable le clair-obscur du film à la Bogart, et en même temps, on a un héros qui d'entrée de jeu se ramasse des coups sur la gueule, et de manière assez minable sur la plage, il se fait battre par des gosses. Donc il y a de nouveau cette espèce de trahison qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose que tu portes aussi comme un fardeau? Oui, je sais pas. En fait, le rapport à l'enfance est une base avant tout. Parce que je vais pas, en fait, je vais pas faire du Dupuis Aventure au premier degré, ça aurait aucun sens. Du coup, forcément, je pars de cette base-là et de ce que j'ai lu, et voilà, de ce qui m'a nourri, pour ensuite en faire quelque chose, forcément de personnel, après que je maîtrise ou pas, que je peux définir ou pas, mais en tout cas, oui, voilà, ça fait partie, juste, c'est un point de départ pour ensuite amener des questionnements personnels et plus actuels aussi, et plus adultes, parce que je suis un peu plus adulte que quand j'étais enfant. Et pour resituer un peu, puisqu'on parle de Earthbreak Valley, donc ouais. On a compris l'ambiance de film noir, mais donc c'est un enquêteur, c'est un détective qui s'appelle Elliot Parsley, et qui est à la recherche d'une jeune fille disparue dont il a promis à ses parents qu'il la retrouverait, qui s'appelle Jenny Moore. Mais entre-temps, il la cherche depuis si longtemps, et en fait, il a juste sa photo d'elle, et ça devient chez lui une obsession. En fait, il s'est inventé une relation, il est persuadé qu'il va la retrouver, ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre, et ce sera le coup de foudre instantané de part et d'autre, et il part dans cette aventure, il la cherche partout, et il arrive à Earthbreak Valley le jour où a lieu une éclipse qui s'annonce plutôt mal, puisque ça doit être la dernière éclipse, celle qui précipitera la fin du monde. Éclipse qui a lieu, et là on bascule dans quelque chose de fantastique. Alors je sais pas ce qu'on peut révéler, ce qu'on ne doit pas révéler pour le. On doit s'arrêter là, je pense. On doit s'arrêter là. Mais donc mais voilà, il va y avoir un jeu sur l'obscurité totale qui est assez incroyable. Je trouve que il y a une création d'ambiance avec cette touche et cet élément fantastique qui intervient. Tu réussis vraiment à super bien maîtriser. Et je trouve que rien que la couverture, déjà l'objet est super beau, mais bon, ça 2024, on parle presque de... je sais pas si on a chroniqué tous leurs bouquins, mais on a presque chroniqué tous les bouquins de 2024. C'est de nouveau un magnifique objet ultra bien fini, avec dos toilé, avec pas toilé, mais un dos... C'est un petit cuir rose. Voilà, un petit cuir rose. Et voilà, d'une voiture qui s'enfonce dans une masse de noir, avec juste les phares qui donnent un élément de lumière. C'était vraiment, c'est vraiment
une très belle couverture et un récit qui est vraiment surprenant parce qu'on part. Voilà, le lecteur ne sait jamais à quoi s'attendre. On est embarqué là-dedans et on part avec le détective qui va faire des rencontres assez étonnantes et décalées et qui va poursuivre cette recherche. Voilà, je trouvais ça vraiment Là, très chouette. on parlait tout à l'heure d'ellipse, et ici, j'ai l'impression que il y a une forme d'ellipse. On est dans un temps qui est discontinu, donc à un moment donné, on passe du côté de l'éclipse et le temps s'arrête. En fait, il y a quelque chose comme et d'un seul coup, on bascule dans une espèce de temporalité qui est assez fantasmatique, en fait, qui est celle de fait de ton univers de détective à la recherche d'une femme, de ses voitures années 50, mais on sent qu'on est dans quelque chose de plus ou moins contemporain en même temps, et donc on glisse dans un espèce d'univers parallèle qui est celui qui nous amène. Je m'étais promis de ne pas citer Lynch, mais en fait, il y a quand même un univers lynchien. Oui, je pensais à Twin Peaks Oui, c'est ça. comme référence. Donc, je sais pas si... Je n'ai pas vu Twin Peaks. Parfait. Peut-être je voudrais revenir sur la après. oui, ça. Sur la technique elle-même, puisque on a, tu parlais tout à l'heure de ton trait de ton trait que tu n'assumais pas. Ici, il est particulièrement fin. On a quand même les masses de gris travaillent quand même le livre, et on doit en effet saluer 2024 pour la réalisation du bouquin, parce que il y a une matité du gris qui est tout à fait sidérante. En fait, on est vraiment devant une espèce de masse qui semble absorber la lumière. Les gris sont vraiment très très forts. Il y a une très grande densité dans les pages, donc on est par rapport à une mise en niveau de gris, on est dans une charge qui est assez peu utilisée d'habitude, puisqu'on a vraiment des masses assez sombres. Les blancs sont vraiment utilisés, comme tu le disais, en clair-obscur, de telle manière à faire arriver vraiment comme des coups de poing ou comme de la lumière, vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé avec 2024, parce que je sais qu'ils sont très à cheval sur la production? Oui, complètement. En fait, le livre a été imprimé en 2 tons directs seulement, donc un noir et un gris. Et toutes les valeurs intermédiaires sont des trames ou des superpositions de ces 2 tons. Il y a même, on a eu même le petit caprice de faire un noir soutenu ou pas, enfin un noir avec un gris dessous ou un noir sans gris, qui fait, enfin il faut le savoir, mais bon, il y a les différences. Mais oui, en fait, au départ, je travaillais avec comme ça, je voulais travailler avec une palette de gris limitée. Et voilà, ce qui est super de travailler avec 2024, c'est que très tôt, il se pose la question de l'objet, de l'impression, de soigner l'objet livre vraiment, pour le mettre au service de l'histoire et du propos. Et du coup, oui, l'impression en ton direct apporte... Enfin, j'avais peur, je travaillais sur Photoshop, mes aplats numériques, comme ça, j'avais peur un peu de la froideur, et finalement, en choisissant des gris un peu chauds, enfin, et puis cette impression sur un papier un peu bouffant, enfin, du coup, le gris, enfin, est vivant, quoi. Oui, tout à fait. Moi, pour revenir justement en sens inverse par rapport à la narration, ce que je disais là tantôt, j'ai l'impression qu'il y a une narration à 3 niveaux et qui est riche et déstabilisante aussi pour le lecteur. Il y a l'action directe qui se passe, c'est cet enquêteur qui est à la recherche de Jenny Moore et cette histoire d'éclipse. Et puis il y a cette voix off qui revient comme ça régulièrement, donc on est plongé dans la tête de l'enquêteur, où il évoque à la fois des souvenirs d'enfance, il évoque, comme disait Nicolas, cette relation un peu fantasmée avec cette personne qui recherche. Et alors il y a le dessin, évidemment, qui ici joue pleinement le rôle pour moi d'une 3e narration, avec parfois des cases pleines pages, mais pas uniquement ça. Il y a une richesse dans les différents choix dégradés de gris, comme on vient de l'évoquer. Comment est-ce que tu as construit du coup ce récit-là? Parce que je le redis, c'est riche, mais c'est aussi déstabilisant. Donc j'essaye de me mettre de l'autre côté, de l'envers du décor, entre guillemets. Comment est-ce que tu construis une narration qui m'a presque l'air triple comme ça C'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué que Lemon Jefferson ou Robin Hood à construire comme histoire, mais c'était aussi ma volonté de départ
de vouloir comme ça complexifier un... Enfin, Lemon Jefferson était presque une série B comme ça, juste un enchaînement de rebondissements. Robin Hood, c'était une bande dessinée en chapitres très courts, avec un personnage que tout le monde connaît, enfin existant, donc le jeu narratif était beaucoup plus simple, enfin premier abord, et du coup là j'avais vraiment envie de... Enfin, mon envie principale au départ, c'était de travailler avec la voix off, qui est un archétype du film noir, enfin, et du coup de travailler avec une voix off qui raconterait autre chose que l'action du temps T du livre. Et donc voilà, donc en fait j'ai travaillé tout bêtement en rédigeant une voix off comme un monologue intérieur, avec en fait je voulais comme le monologue intérieur en littérature, ou comme ça des enchaînements d'idées, de pensées, comme si quelqu'un pensait à voix haute en fait, en disant tout ce qui lui passe par la tête. Je voulais construire une voix off comme ça, qui résonnait avec les actions que le personnage faisait, et puis les épreuves qu'il traversait, et les gens qu'il rencontrait. Voilà. Oui, ça m'a fait penser, tu évoquais Lynch sans vouloir l'évoquer, mais au fonctionnement de la voix off dans Le Roi des Mouches de Mezzo et Pyrrhus, où on retrouve une ambiance étrange, mais je trouve que où il y a vraiment ce travail sur la voix off est vraiment intéressant. Et ça m'a aussi fait penser à ça pour les auditeurs qui essayent de se faire une idée ou se figurer un peu. Ça m'a évoqué cet univers-là aussi. Ok, on va parler aussi peut-être du bouquin de Magnani, de Nick Taleb juste après, mais on va s'écouter un peu de musique. On en parlait juste avant, tu as l'occasion maintenant de nous expliquer, puisqu'apparemment le choix était difficile. Tu n'avais droit qu'à un morceau de musique. Bah oui, c'est horrible. Et donc on t'écoute. Non, mais du coup, logiquement, j'ai choisi un morceau de Roy Robinson qui est cité dans Heartbreak Valley. Et du coup, qui est pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un chanteur de rockabilly, qui a commencé en même temps qu'Elvis Presley, qui a signé chez Sun Records et tout ça. Et en fait, qui était déjà complètement un ovni, à la fin des années 50, début des années 60, qui faisait une espèce de rockabilly mélodramatique, des chansons complètement atroces sur des désillusions amoureuses, des trucs super tristes. Lui était un grand vénard aussi. Il a perdu sa femme dans un accident de moto, ses 2 fils aînés dans sa maison qui brûle. Voilà. Il meurt d'une crise cardiaque à la fin des années 80, au moment où il redevient une star. Un destin super, quoi. Et en fait, il avait une voix complètement folle. Elvis disait de lui que c'était le plus grand chanteur du monde. Tout le monde l'idolâtrait. Mais lui passait plutôt inaperçu, il est passé un peu entre les gouttes du succès. Du succès. Et il pouvait couvrir 3 octaves comme ça, il a une voix vraiment incroyable, et des chansons complètement hors du commun, qui ressemblent à rien. Et du coup, j'ai pas choisi la plus connue, pour faire un peu une chanson que j'aime bien, qui s'appelle Shana Robba. Et voilà, qui est une chanson triste aussi, mais qui peut très bien aller en lisant Heartbreak Valley, par exemple. Et pour ajouter à l'anecdote, il y a quelqu'un a rapporté que Roy Orbison, au moment de Blue Velvet, sait qu'il doit à un moment donné une partie de son revival à ce film qui reprend une de ses chansons, et était curieux quand même de voir qu'est-ce que c'est que ce film qui le relance. Et donc il est entré dans une salle de cinéma pour aller voir ce film, et il en est sorti complètement épouvanté de voir que ça servait juste à ce qu'un mec se fasse cogner pendant qu'un autre sniffait de je ne sais plus quel gaz il sniffe dans Blue Velvet. Et donc voilà, le pauvre, il était même horrifié de voir par quel biais il revenait au succès. Allons-y.
Voilà, de retour avec Simon et toute l'équipe. Donc tu sors un bouquin, en fait le 2024. Ne vous étonnez pas si votre libraire ne l'a pas encore, parce que je pense qu'il sort d'ici 2 semaines, plus ou moins. Oui, quelque chose comme ça, je crois. Donc, ne l'étranglez pas, soyez patient. Par contre, le bandit au colt d'or, lui, est déjà sorti, donc aux éditions Magnani. On est là forcément avec un nom pareil dans une histoire, dans un western. Assez classique finalement, une histoire de vengeance comme on pourrait trouver dans un bon Clint Eastwood ou Sam Sergio Peckinpah. Pardon ? Ou Sergio Leone. Voilà, ou Sergio Leone, tout à fait. Comment est-ce que tu divises les récits qui te viennent en tête en disant tiens, ce sera plutôt pour Magnani, ça sera plutôt pour 2024. Comment ça se passe? Ces 2 éditeurs chez qui maintenant tu as sorti 2 bouquins. Comment est-ce que tu gères les projets par rapport à ça? Je crois que tout bêtement, c'est... si j'ai envie de faire une bande dessinée, je sais que j'aurais plus envie de je la proposerai à 2024. Et Magnani me permet d'expérimenter d'autres formes de narration. Du coup, là le bandit au colt d'or, c'était aussi l'envie de faire un livre illustré, mais pas forcément que pour les enfants, d'avoir quelque chose un peu à cheval entre enfants, adultes, et du coup de soigner un peu une narration aussi autre que la bande dessinée, donc vraiment par le texte et puis par des images, des grandes images. Oui, parce que pour le coup, ici, il y a en effet, comme tu viens de dire, pas mal de textes et des illustrations pleine page. Alors, on l'évoquait là tantôt, tu parlais de Lemon Jefferson, que tu voulais un peu en réaction à Robin Hood. Ici, on est nouveau dans l'utilisation du feutre. Mais j'ai l'impression que c'est encore une étape supplémentaire. Il y a des doubles pages qui sont absolument magnifiques dans la neige. Du Blanco. Oui, c'est donc pour ça. Mais c'est ça qui est bien, on fait des interviews, c'est pour avoir des infos de ce genre. J'ai pas colorié tout autour des flocons de neige, j'ai colorié et après j'ai mis du Blanco. Un peu déçu. Mais donc voilà, c'est assez surprenant. Ali, tu voulais... Non, mais c'est vrai qu'on en parlait aussi, le livre est incroyablement bien imprimé. Et c'est que Magnani semble être un éditeur qui tient beaucoup à faire de très beaux objets. Voilà. Donc je me demandais, finalement, 2024, c'est aussi un éditeur qui fait de très beaux objets. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important, quoi, que ton travail soit quand même bien servi par l'objet livre? Oui, complètement, mais je crois que ça vient d'aussi des arts déco de Strasbourg, où on apprend à faire avoir une démarche d'auteur et à rendre un projet fini, presque à faire des maquettes de nos livres, et donc de se soucier de l'impression de nos originaux. Pour moi, le livre est l'original presque. Il faut que le livre soit... c'est ce qui existe à la fin, plus que les originaux, plus que les fichiers Photoshop. Et du coup, que ce soit 2024 ou Magnani, c'est des éditeurs qui se posent ces bonnes questions-là. Comment faire vraiment des beaux objets livres, comment bien imprimer, Et du coup, c'est vrai que le feutre, il y a un défi comme ça, parce que c'est des couleurs fluo, c'est très flash. Dès que ça passe, dès que c'est scanné et que ça passe en quadri, tout est éteint. Du coup, il y a eu un gros travail de scan, de travail des couleurs sur ordinateur, et après de choix d'impression, d'imprimeur, de papier. Mais voilà, c'est des étapes de la fabrication du livre qui sont très importantes et que j'aime beaucoup suivre aussi. Est-ce que c'est une volonté de ta part d'aller vers peut-être des récits, du coup, des choses plus littéraires, quoi? Parce que tu l'évoquais, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu sens que tu peux aller, ou tu veux aller? J'imagine pas faire une histoire sans images. Je pense que oui, non, je pense pas je peux pas me passer du dessin. Mais par contre, c'est vrai que ça soit pour Hordback Valley ou le bandit au colt d'or,
j'ai passé beaucoup plus de temps que sur mes précédents livres à travailler le texte, enfin. Et du coup, oui, c'était important de raconter cette histoire-là avec un texte soigné, enfin un peu, enfin voilà, très très littéraire, avec des phrases très littéraires, ça ne veut rien dire, mais Très construite. avec des phrases avec beaucoup de mots, des virgules, Sujet, verbe, complément, quoi. beaucoup de ponctuation. Oui. Donc c'est un livre où il n'y a pas que de la ponctuation, hein. Je rassure tout de suite les auditeurs. Oui, non, mais je pensais à la transition par rapport à... On parlait de l'importance de bien finir les bouquins, d'avoir des livres-objets, etc. Et quand on voit Nyctalope, donc la revue que tu as cofondée, est-ce que... Voilà, on a le sentiment qu'il y a la même démarche et une volonté dans cette revue de faire un travail sur l'impression, sur la maquette, d'essayer de rendre... parce que c'est en plus une revue très colorée, enfin, il y a quelque chose de très graphique. C'est la même chose qui t'anime derrière. C'est quand tu lances Nyctalope, tu as une envie de proposer quelque chose de vraiment très net où tout sera mis en place pour mettre en avant les auteurs, leurs planches, leur travail. Oui, complètement. En fait, Nyctalope, au tout départ, c'était un projet de classe, enfin un projet vraiment scolaire, où tout le monde participait. Et puis ensuite, avec Marion Fayolle et Mathias Malingré, on a pris les rênes du projet, mais il y avait cette volonté-là de soigner l'objet, de faire un grand format, avec une centaine de pages d'illustrations et de bandes dessinées, d'avoir une couverture sérigraphiée, enfin... Là, le dernier numéro, la couverture n'est plus sérigraphiée, elle est passée en ton direct en quadri, enfin en offset, mais du coup, oui, il y avait vraiment cette volonté de se démarquer du fanzine photocopié noir et blanc qu'on connaît et qu'on aimait aussi, mais on voulait essayer d'apporter quelque chose de différent, quoi. Parce que vous êtes passé chez Magnani, je pense, il n'y a pas si longtemps. Non, à la sortie des Arts Déco, en fait, au numéro 5. D'accord, donc c'est les deux derniers numéros qui sont sortis du coup et qui sont aussi donc forcément plus facilement trouvables en librairie, commandables, etc. Et donc il y a toute une série de gens qui tournaient autour des Arts Déco de Strasbourg. Tu citais Marion Fayolle, décidément, Mathias Malingré. Il y en a d'autres qui sont dans celui-ci. Oui, complètement. En fait, il y a un noyau dur d'auteurs, une dizaine d'auteurs qui sont pour la plupart issus des Arts Déco de Strasbourg et pour la plupart de ma promo. Je pense à, Jérémy Fischer, Marine Rivoal, Annabelle Buxton, Mayumi Otero, Bénédicte Muller, Astrid Huguer. Enfin, tous ces gens-là font partie comme ça du noyau depuis le premier numéro. Et puis, pour chaque numéro, on a quelques invités, on demande à des personnes dont on aime le travail et dont on ne voit pas trop le boulot en France, ou dans les fanzines. Et puis voilà, tout ça tourne, on reçoit des projets. Ce tome 6, il y a notamment Aïcha Franz, qu'on trouve, mais d'autres aussi, qu'on trouve et qu'on aime. Allez, allons-y. Moi, par rapport à tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien qui se dégage. C'est une forme d'élégance, finalement, j'ai l'impression, dans ces travaux-là. Il y a à la fois une question d'aboutissement. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de travaux, là, ici, qui sont aboutis, qui sont tout à fait publiables du jour au lendemain sous forme de bouquins, et une forme d'élégance, de recherche graphique, quoi. Pour moi, il y a vraiment une sorte de lien. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous unissait, ou vous avez eu,
au niveau de l'école de Strasbourg, c'est quelque chose. On dirait qu'il y a vraiment une sorte de génération, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Stéphane qui t'expliquait ça justement à l'antenne il y a. On ne s'expliquait pas, puisque visiblement aucun d'entre vous, puisque toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit autour de ça, me disent qu'ils n'ont pas d'explication claire. Il n'y a pas de mentor. Ou ça a l'air d'être un espèce d'esprit de l'école qui semble passer. Quelle est ton explication? J'en ai pas non plus, je crois. Mais oui, voilà. Enfin, je pense que l'école des arts décoratifs de Strasbourg se permet de réunir des personnes ensemble et de de leur permettre de faire des choses et du coup d'avoir une espèce de comme ça une dynamique forte entre les étudiants et voilà qui pousse à maintenant tous les 2 ans il y a une nouvelle revue, même maintenant presque tous les ans. Il y a même des fois plusieurs revues par promo. C'est impressionnant, quoi. Mais nous, quand on est arrivé, on est arrivé aux arts décoratifs de Strasbourg en 3e année. 2 ans avant nous, il y avait Belles Illustrations. Et quelques années encore avant, c'était Carquillette. Donc voilà, on arrive dans cette école, on nous montre ça, on fait pourquoi pas. Et puis on nous dit surtout, à vous maintenant, quoi. Ouais. Donc il faut trouver le bon langage, pas répéter ce qui a été fait, donc forcément trouver le bon créneau et puis donner les moyens. J'ai l'impression que ce qui semble impressionnant dans cette école de Strasbourg et les productions autour, c'est qu'on se donne les moyens de produire ces objets. Donc, c'est-à-dire qu'on met la main à la poche pour sortir des choses qui, au lieu de faire une photocope, un peu plate pour quelque chose qui coûtera quelques dizaines d'euros, il y a un vrai budget qui est mis pour la production, pour penser l'objet et ce genre de choses. Et ça, c'est impulsé par quelqu'un. C'est impulsé par l'atelier d'illustration qui, au départ, a aidé un peu pour Nyctalope. Chaque étudiant aussi a un peu aidé. Et puis à l'école, il y a un très important atelier de sérigraphie et qui est vraiment aussi très très dynamique où tous les étudiants passent et où il est possible de faire plein de choses. Et voilà, de savoir qu'il est possible d'imprimer la couverture en sérigraphie, de faire la reliure avec un partenariat avec l'école, d'imprimer dans une papeterie à côté des arts décoratifs de Strasbourg, avec des prix très peu chers. Et puis voilà, c'est lancé, quoi. En tout cas, dans ce tome 6 de Nyctalope, on retrouve une histoire de Simon Roussin, donc en l'occurrence, qui se déroule dans le même univers graphique que Heartbreak Valley, mais qui ne concerne pas les héros de Heartbreak Valley, qui du coup, moi je trouve est assez chouette, mais aussi finalement assez différente, parce qu'avec plus d'humour, plus de fantaisie comme ça dans ce récit-là. Et moi j'avais l'impression que là, la revue remplissait complètement son rôle, c'est-à-dire pouvoir permettre aux auteurs de proposer un peu autre chose. Ça reste proche de l'univers que tu as évoqué, mais j'avais l'impression que en même temps le ton était différent et que ça a trouvé sa place dans cette revue là, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une réflexion générale là sur le système des revues, c'est que finalement j'ai l'impression que la bande dessinée a perdu énormément avec la disparition quasi totale de toutes ces revues. Parce que je crois que la revue était un lieu où justement il y avait une liberté, la possibilité pour les auteurs de faire autre chose, d'expérimenter, et que la disparition progressive des revues a fait que pour moi beaucoup d'auteurs n'arrivent plus à nourrir ou à sortir des sentiers. Il n'y a plus cette émulation de la revue qui était très présente. Heureusement, apparemment, la revue Lapin va renaître de ses cendres dans une nouvelle formule. Nouvelle formule qui ne s'appellera plus Lapin, mais où voilà, c'est le genre comme tu le dis, d'endroits où on peut s'essayer à autre chose ou aborder d'autres thèmes ou faire de l'humour, par exemple, ou des choses plus délirantes ou plus décalées. Il y a cette volonté-là, oui, complètement, pour vous, dans la revue, de dire c'est un espace de liberté où on se lance des défis, des contraintes. Oui, c'est exactement ça. En fait, chaque auteur est libre de faire ce qu'il veut pour
pour Nyctalope, dans une échelle de 2 à 8 pages environ. Et puis, sauf exception, on voulait ne pas prendre des prépublications ou des extraits de récits longs. On l'a fait quelques fois, mais pour la plupart, c'est des récits qui sont faits pour Nyctalope. Et voilà, à chaque fois, de faire un récit court comme ça permet justement de proposer autre chose que notre travail habituel à côté. Alors, ça devient de plus en plus aussi compliqué parce que quand on était étudiant, c'était forcément un laboratoire d'expérience et on faisait ça comme ça bénévolement et sur notre temps d'étudiant. Et maintenant qu'on est dans la vie active, donc forcément il faut trouver le temps aussi de faire 10 pages de bande dessinée gratuitement pour une revue bénévole à côté d'un travail d'illustration qui nous fait rouler sur l'or, c'est bien connu. Bien sûr. Du coup voilà, mais c'est important que ça reste quand même un terrain d'expérimentation, de liberté et où on puisse faire un peu ce qu'on veut, quoi. Est-ce que tu penses que la revue a encore de l'avenir ? Tu penses que dans 10 ans, vous la ferez encore ? Ou est-ce que tu penses quelle est la volonté éditoriale que vous avez en tant que groupe autour de ça ? Je crois que la volonté qu'on a, c'est de continuer à être curieux. Là, pour le numéro 6, on a un étudiant des arts décoratifs de Strasbourg. On essaye de se tenir au courant de ce qui se fait aussi, pour pas qu'on ait tout le temps les mêmes auteurs, une espèce de routine, et du coup de toujours trouver des choses nouvelles. Après, si ça veut dire aussi qu'on a moins de temps de s'y consacrer en tant qu'auteur, mais d'y rester en tant qu'éditeur, pourquoi pas. Donc voilà, tant qu'on aura toujours cette volonté de curiosité, de montrer des choses qu'on aime et qu'on trouve pertinentes, audacieuses, on continuera et puis voilà. La publication est annuelle, je crois. Oui. Voilà, il va être bientôt l'heure de clôturer cette émission. Par rapport à ces histoires de revue, je pense qu'on ne peut que vous inciter à vous rejeter sur les capsules d'Erwin, vu que pendant plus d'1 an, je pense, Erwin nous a parlé de toutes ces revues plus anciennes, plus récentes, étrangères, franco-belges. Voilà, il a passé pas mal de temps à nous parler de tout ça, donc toutes ces capsules sont disponibles sur le blog. Alors, quelqu'un dont je ne révélerai pas le nom m'expliquait que Simon, t'avançais dans ton boulot en faisant des projets finalement, pas en restant 5 ou 10 ans sur le même projet, mais en avançant dans tes techniques, les différentes possibilités de narration et en faisant chaque fois des bouquins. C'est un peu ce que tu as expliqué, Lemon Jefferson par rapport à Robin Hood, le Heartbreak Valley presque par rapport à Lemon Jefferson, etc. Donc c'est l'heure de la dernière question. Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu as sur le feu ? Ici donc sorte de bouquins, mais est-ce qu'il y a des choses en chantier pour Oui, j'ai des choses j'ai toujours des choses en chantier parce que c'est horrible de terminer un livre et de plus rien avoir à faire. Et du coup, l'angoisse de la page blanche est une vraie angoisse. Donc je l'évite en ayant plein de choses à faire tout le temps. Donc entre autres, je travaille sur une bande dessinée en strip. Donc encore une autre manière. Je voulais m'y frotter depuis longtemps. Un récit entre le strip d'aventure et le strip introspectif, on va dire, entre guillemets, à la Peanuts, quoi. Et puis aussi, je travaille sur une série de scènes de cinéma au feutre, une série d'illustrations, mais donc c'est un travail au long cours. J'espère en avoir une somme considérable pour en faire un livre un jour, mais il faudrait vraiment qu'il y en ait énormément. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup à tout le monde. Donc je recite Heartbreak Valley chez 2024 qui sort d'ici 2 semaines plus ou moins, Le Bandit au colt d'or chez Magnani qui lui est déjà sorti, tout comme le tome 6 de la revue Nyctalope. Alors au mois d'avril, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'avril ? Eh bien au mois d'avril, nous serons à Liège le mercredi 17 avril, entre 19h et 21h. Nous serons à la librairie Livre au Trésor, donc place Xavier Neujean, pour enregistrer donc en public la prochaine émission. Alors
Liège, c'est une scène assez vivante et variée au niveau de la bande dessinée, sur vraiment plein d'aspects. Et donc on recevra toute une série d'auteurs donc en direct si vous êtes dans le coin. José Parondeau notamment, Hugo Piette très vraisemblablement, Aurélie William Levaux, Alice Lorenzi, Erwin de Jasse et encore 2-3 autres noms. Donc venez nombreux mercredi 17 avril et si jamais vous n'avez pas l'occasion de nous rejoindre à Liège, sachez que l'émission sera podcastée assez rapidement et rediffusée du coup le mercredi 24 avril qui est la date officielle de la prochaine émission. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci.